Bienvenue dans Leverage Talk, la série de vidéos destinée à mettre en avant des individus à succès afin qu'ils nous partagent leurs conseils et leur expérience. J'espère que l'intervention d'aujourd'hui t'apportera un maximum de valeur ajoutée et te plaira. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve dans l'épisode. Eh ben allez, donc bienvenue tout le monde donc, dans ce Leverage Talk numéro 1 donc, d'une longue série là, sur l'année 2024. Moi, je me suis mis en tête d'interviewer donc, 25 personnes, 25 entrepreneurs voilà, qui ont de la réussite dans leur projet. Et donc aujourd'hui, j'ai Michel et Thibaut avec moi, donc de Bye Bye Patron et Club Invest. Donc bienvenue à tous les deux, merci d'être présents aujourd'hui. Merci à toi. Salut. Donc voilà, pour débuter rapidement, voilà, pour donner un petit peu les grands axes de l'échange qu'on va avoir dans un premier lieu, on va pas mal échanger sur vos parcours respectifs. Ensuite, on va aborder de votre côté vraiment ce qui a été le déclic, l'élément déclencheur de votre côté pour vous lancer vraiment dans l'investissement immobilier. Pour lancer ensuite vos activités, finalement, le podcast, les activités d'accompagnement. Et puis, on terminera avec quelques conseils que vous pourrez nous apporter, du coup, sur votre vision du marché immobilier à l'heure actuelle et puis sur voilà, des tips et astuces que vous pourrez nous partager. On sera friand de ces astuces-là. Donc, du coup, Thibaut, de ton côté, toi, tu as commencé par l'audit. Tu as été en Europe, tu as été aux États-Unis. Tu as décidé de quitter la rat race, entre guillemets, du coup, il y a un peu plus de 10 ans. Tu as commencé avec l'investissement immobilier. Tu as lancé ensuite un podcast, donc Bye Bye Patron. Le premier épisode parle d'une bière qui t'a rapporté 7 000 €. Alors, on en reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. Je te poserai quelques questions là-dessus. Et donc, là, du coup, tu travailles, donc vous bossez ensemble avec Michel depuis le début. Donc, Michel, toi qui as commencé à Hong Kong en marketing, tu as acheté ta première résidence principale avec ta compagne. Tu as été bloqué sur ton taux d'endettement. Tu l'as revendu, du coup, ensuite pour enchaîner les investissements immobiliers. Donc, gros parcours. Vous avez commencé, vous avez un parcours qui est pas du tout le même, parce que vous avez quand même été dans des pays différents, des expériences différentes, mais fondamentalement relativement proches. Vous avez fait des longues études. Vous, déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur vos parcours? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et sur quelles activités vous travaillez ensemble? Vas-y, Michel. Vas-y, Thibaut. Je te passe la parole. Avec Thibaut, on se connaît depuis le lycée, mais on s'aimait pas des masses. En fait, on se connaissait parce que nos copines respectives, elles étaient copines ensemble. C'était ça. C'était ça. Et puis, on s'est retrouvés au final, une fois qu'on a passé le bac, on s'est retrouvés sur les bancs de l'université ensemble. Et puis là, on a commencé à passer beaucoup de temps ensemble, à échanger, à voir que voilà, on s'amusait, quoi. On faisait des trucs d'étudiants, quoi, sans trop y penser. Et voilà. Toi, tu étais plus dans dans la finance pour Thibaut, et puis moi, j'étais plus dans la gestion. Je faisais qu'est-ce qu'ils appelaient ça? Petite gestion des petites et moyennes organisations. C'était ça mon option. Et puis toi, tu faisais de la compta matin, midi, soir, quoi. Voilà. Et puis après, moi, je suis parti à l'étranger, en Angleterre. Toi, tu es allé à Strasbourg pour continuer les études. Et on s'est retrouvés à Strasbourg. On était pareil dans la même école de commerce. Où toi, tu faisais le cursus finance au final. Et on s'est retrouvés encore là. Donc, ça fait de nombreuses années. Ouais. Ça a été plusieurs allers-retours. Déjà, Bastien, moi je suis podcasteur, donc je sais, il faut travailler les sujets. Félicitations, tu as travaillé, tu as fait tes recherches. Ça fait toujours plaisir. Ouais, effectivement, on a fait pas mal d'allers-retours où on s'est vu, pas vu, pas vu. Et maintenant, on a tellement d'emprunts liés que là, on est obligé de s'écrire assez souvent. On n'a plus le choix. C'est pire qu'un mariage. C'est pire qu'un mariage. Pas mal. Ouais, souvent, c'est plus simple, je pense, d'avoir un oui d'une femme que d'un banquier. Donc voilà, ouais, on a fait pas mal d'allers-retours. Il y a eu des fois, on s'est vu, pas vu pendant plusieurs années. Et après, tous les deux, on a commencé à investir de notre côté. Si je dis pas de bêtises, et c'est à peu près il y a 5-6 ans que on a vu un peu nos synergies, qu'on avait un peu la même envie d'acheter plus. On avait déjà quand même des biens qui étaient conséquents. Et puis voilà, quoi. Après, on a lancé le rouleau compresseur à achat. Et le club, ça fait 2 ans. 2 ans révolus, un peu plus que 2 ans. Ouais. Okay, ouais. On a lancé, on a fait des événements, qu'on a accompagné. Je crois ils ont acheté, je sais pas, il y a quelques mois, c'était 5 millions d'euros à peu près, les membres. Donc maintenant, c'est sûrement un peu plus. Donc voilà. Alors, vous êtes tous les deux repartis de France. Là, actuellement, vous êtes tous les deux à l'étranger.
la période où vous avez commencé à investir en immobilier, vous avez commencé par quoi? Est-ce que vous avez commencé en France? Puisque c'était quand même une période où en France, on avait encore de manière assez démocratisée le calcul différentiel sur le taux d'endettement. Donc, qui pour des investisseurs comme vous, je pense, est quand même super intéressant, parce que voilà, sur des opérations rentables, ça permet d'enchaîner. Les opérations, ça s'est passé comment pour vous, du coup, au niveau des les premières OP? Vous les avez fait chacun de votre côté, vous êtes associés il y a 6 ans, c'est ça? Ouais, C'est c'est à ça. peu près ça. Ok. Bah, la première OP pour ma part, bah, comme dit, j'avais acheté avec ma compagne à l'époque. Je connaissais rien en immobilier. C'est juste que je me suis rendu compte que si je remboursais un prêt, je payais moins cher que si je louais un appart. C'est le seul calcul que j'ai fait à la base. J'ai rien regardé d'autre. Je regardais pas les charges. Je m'en foutais complet. Je me disais, voilà, je travaille en Suisse, tout va bien. Je vais emprunter en France et faire ça. La seule chose où j'ai fait attention, c'est pas d'emprunter en devise, parce qu'à l'époque, c'était la grande mode de faire des emprunts en devise. Et je m'étais dit, punaise, mais si le franc suisse, il tient pas la route, je vais devoir rembourser le double. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu du bon flair de ce côté-là. Mais par contre, j'ai absolument pas regardé tout ce qu'on regarde aujourd'hui, la renta, les charges, tout ce qui, tout ce qui a à faire au bien. Mais au final, comme il était bien positionné, près de la frontière, au moment de la revente, ça a été vraiment cool. Donc ça, c'est pour moi. Après, pour Thibaut, c'est… Ouais, moi, j'ai eu plusieurs mini-business quand j'avais pas d'argent. C'était d'abord acheter des vélos, les revendre, après des consoles, après, à bout d'un moment, c'était les voitures. En fait, j'avais toujours comme idée de juste d'acheter une bonne affaire. Peu importe, à la limite, je pouvais rouler avec n'importe quelle voiture. Tu avais juste à me dire que je la vendrais plus cher. Je l'achetais. En gros, c'était ça. Et l'appart, ouais, j'étais dans une ville où l'immobilier montait hyper vite, où c'était déjà cher. Et du coup, j'avais aussi acheté ma RP. Ça fait plus que 10 ans, hein, ça nous rajeunit pas. Hein. Parce qu'en fait, tout simplement, je savais que je pouvais l'acheter aujourd'hui et je n'étais pas sûr de pouvoir acheter demain. Et donc, j'avais acheté ma RP. Bon, j'ai revendu depuis. Hein. Mais bon, comme beaucoup de gens, hein, c'est dur de se remettre dans le contexte. Mais il y a 10 ans, c'était différent. Il y avait pas de. Puis on avait peu de réponses, hein, mine de rien, parce que maintenant, tu les as un peu t'as des podcasts, t'as des trucs, bah, comme toi tu fais, comme nous. Mais c'est sûr qu'à l'époque, c'était un peu différent. Ouais. Puis ensuite, on a assez vite tous les deux, je pense, on a acheté des biens. Moi, 2-3 ans après, j'ai dû acheter mon premier bien en location. Et puis Michel, je pense aussi, hein, ça fait un petit moment que. Ouais. Ouais. Assez vite en fait. Après, je suis retourné en Alsace et directement, je voulais pas louer d'appartement. Je me rendais compte qu'en fait, c'était plus rentable d'acheter. Donc j'avais dit, bah, je vais acheter. En fait, j'achetais, mais j'habitais pas dans l'appartement que j'achetais. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'avais des meilleures conditions. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça plusieurs fois. Et donc j'en ai racheté. Et à chaque fois, je disais que c'était ma résidence principale, mais en fait, ça l'était pas. Jusqu'à ce que la banque m'appelle en me disant, mais écoutez, ça fait 3 fois que vous me faites le coup. Va peut-être falloir arrêter. Pour pas la citer, c'était la banque Pop. Et du coup, je suis parti dans une autre banque pour continuer en fait. Et j'ai toujours ces apparts-là. Et là, c'était bien. Et donc, je me suis un peu formé en achetant de mon côté tout seul, lisant des livres, en regardant, en écoutant des podcasts. Et très vite, ça a été les premières choses qu'on écoutait, c'était des business en bagnole, des choses comme ça un peu pour se motiver. Ouais. Bah, complètement. C'est vrai que on reviendra de toute façon un petit peu dessus pendant la suite de l'échange, notamment sur les conseils, les stratégies qu'on peut avoir. Aujourd'hui, une des grandes questions qui revient chez beaucoup d'investisseurs, c'est finalement quelle stratégie on a à disposition pour aller être finançable, surtout dans la situation qu'on a actuellement, qui est quand même vachement compliquée. Pour revenir un petit peu du coup sur votre parcours, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement déjà de commencer avec des sources de revenus stables pour vous lancer? Est-ce que ça a été un levier au début pour vous lancer? Et puis, alors, question en 2 temps, qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'immobilier? Et après, je vais même élargir la question. De manière générale, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un? Il y a beaucoup de mecs qui ont 35, 40 ans, hommes ou femmes, et qui se disent, purée, j'ai toujours pas d'appart, c'est le speed, c'est la course. Donc, pour reprendre l'apport de vos études, le fait d'avoir des emplois salariés, est-ce que ça a leveragé votre capacité à générer du cash, à acheter? Est-ce que vous considérez que c'est un vrai plus? Et les conseils que vous donneriez à quelqu'un jeune et ensuite à quelqu'un de manière générale dans l'immobilier, pour commencer l'immobilier. Okay. Le jeune, c'est simple. Nous, on est Alsaciens. Faut aller en Suisse. C'est la meilleure solution, la meilleure stratégie que tu peux avoir. J'ai un auditeur, tu vois, il gagne 25, je sais pas, il avait 25 ans, je l'ai vu à Zurich. Tu gagnes assez vite 100 000 euros net à 25 ans. Et quand tu gagnes 100 000 euros net, même si ton loyer il te coûte 1 000 euros par mois,
même si la bouffe, elle va te coûter 1 000 euros, tu peux coffrer 3 000 à 4 000 euros que tu pourrais faire quasiment nulle part ailleurs en Europe. Tu peux aller à Dubaï. Moi, j'avais eu des propositions là-bas aussi de net d'impôt, mais beaucoup plus compliqué pour lever de la dette. Donc, moi, la solution, ce serait si tu es en mode, tu n'as pas de femme, t'es libre comme l'air, pars en Suisse, tu prends 6 000 à 7 000 euros. Si tu n'as pas d'études, tu vas prendre 4 000. J'ai eu plusieurs personnes sur le podcast qui ont ça. Le mieux, si tu peux parler l'allemand maintenant avec ChatGPT, tu peux, même si là-bas, ils parlent suisse-allemand, c'est pas la même langue. Mais franchement, si vraiment, c'est toujours pareil. Parler allemand pour aller 3 fois par an à Fribourg, c'est pas la même chose que parler allemand pour 8 000 euros net par mois, quoi. Donc, si tu peux en plus aller en Suisse allemande, qui est beaucoup plus grosse, plus riche, et nous, on en connaît plein qui sont allés en Suisse allemande. Michel, il a négocié pour info, il avait une proposition d'offre d'emploi en Suisse. Il a négocié plus de 50% d'augmentation du jour au lendemain dans sa boîte, en restant en France, juste avec la proposition suisse. Donc pour moi, il y a pas photo. Pour se lancer dans l'IMO, il faut quand même de l'apport, du cash, même si tu mets pas d'apport. Et le meilleur moyen d'en faire, c'est quand surtout ton niveau de vie il est faible, tu peux. Nous, on avait 20 ans, on partait en vacances à Lorette-des-Mars, on dépensait 400 euros. Là, je pars au Texas dans un mois. Là, j'ai déjà claqué 3 000 euros. Je suis pas encore parti presque. Donc voilà. Donc, pour moi, ce serait ça le conseil numéro 1. En tout cas, trouver un boulot hyper bien payé, quitte à se faire défoncer en impôts, peu importe, avoir la plus grosse fiche de paye possible. Et pour moi, la solution, elle est toute trouvée, elle est en Europe. Voilà. Moi, j'aime pas le ski, mais il y en a qui aiment bien. Je dis pas que c'est pour toujours, mais tu fais 4-5 ans là-bas, tu vas épargner ce que quelqu'un de 40 ans, il aura toujours pas mis de côté. C'est clair. Hein. Tu peux même faire un boulot de merde, hein, aller empaqueter des saucisses à Bâle en Suisse, ça rapporte 8 000 net tous les mois. Donc voilà, il faut se lever à 5 heures, il faut le faire, mais je pense qu'on a tous fait des concessions pour arriver à faire ce qu'on a un peu bâti. Donc ouais. Et puis pour les vieux, on le voit souvent quand on a des personnes qui viennent faire des calls ou qui nous appellent pour des conseils. C'est souvent le même profil. C'est comme tu disais, ils arrivent à 40 ou 45 en se disant punaise, j'ai jamais rien fait, j'ai pas investi d'IMO, j'ai juste ma maison et tout ça, ce qui est déjà très bien. Mais en vrai, on leur dit souvent de pas voir trop gros parce qu'ils se disent punaise, j'ai raté, tout de suite je veux acheter 2 immeubles d'un coup, 20 lots, et en fait jamais fait d'investissement de ma vie et je sais pas comment ça se passe. Donc on leur dit calme-toi là et on va faire des petits projets. Tu vas apprendre à bien monter un dossier, à bien te présenter, à bien aussi gérer tes biens IMO. Et quand tu arriveras avec 1 ou 2, tu vois, là, tu pourras te lancer sur des plus gros projets. Et ça, c'est le problème. Et on en a vu quelques-uns qui ont fait ça, qui ont voulu tout de suite se lancer dans des gros projets, des gros immeubles avec beaucoup de travaux, d'un coup, beaucoup de locataires à gérer et qui se sont dit, punaise, l'immobilier, en fait, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Ben ouais, si tu démarres trop gros sans avoir fait, en te disant, tiens, j'ai raté le train, il faut que je cours pour le rattraper, c'est pas une bonne solution. Donc, à ces personnes-là, je leur dirais, commence petit, forme-toi bien, prends le temps. Et une fois que tu en as bien fait un, les autres, ils vont suivre et ça peut aller très vite. Surtout si tu as un gros apport. On en a des gars dans le club qui sont venus, des personnes en couple qui avaient déjà des enfants, qui étaient déjà bien avancés. Mais du coup, l'avantage, ils avaient une RP, ils avaient du cash. Donc, on a essayé d'arbitrer avec eux. Peut-être, des bons revenus, ouais. Parfois, ça a été de revendre leur RP pour repartir sur des petits invests, repartir en loc. Faut pas avoir peur de vendre sa RP, repartir en location pour pouvoir en fait faire grossir sa boule de neige, quoi. C'est ça. Okay, ouais. En gros, c'est un petit pas en arrière pour mieux sauter, quoi. On a eu, il voulait, c'était un projet à 1,5 million. Il n'avait pas d'IMO et il voulait, c'était 1,5 million. Ouais, c'était fou. Dis-nous, c'est quoi ton conseil? Moi, vraiment, le premier conseil, c'est d'y aller, mais soit on n'a pas forcément le temps. D'ailleurs, c'est Yann Darwin qui prenait ce triangle qui disait le ratio temps, argent, emmerde. Et si on n'a pas de temps, de l'argent et qu'on ne veut pas d'emmerde, à la rigueur, déléguer à quelqu'un de confiance. Si on a le temps, mais qu'on a un peu moins d'argent, se former. Et voilà, et du coup, essayer d'aller chercher ce qu'on cherche à optimiser. Mais ouais, quoi qu'il arrive, soit se faire accompagner, soit se former et puis y aller, quoi. Après, je pense que là-dessus, vu que vous avez été autodidacte, ça vous parle aussi. Donc voilà, ouais, moi, ce serait vraiment le gros conseil. Pour vous, quel a été le déclic? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes à l'étranger, vous êtes dans vos emplois respectifs, vous voyez un mec passer dans une grosse bagnole, vous voyez une vidéo d'un gars qui est au bord de la plage et qui est rentier, et il y a un truc en vous qui fait purée, en fait, je peux être rentier moi aussi, j'ai les salaires qui peuvent me permettre d'eux.
Est-ce que c'est un élément comme ça? Est-ce que c'est une envie de liberté? De votre côté, ça a été quoi le déclic pour vous dire, OK, je quitte le salariat, quoi. Je veux dire, je me mets vraiment à mon compte, j'investis. En vrai, avec Thibaut, on n'a jamais quitté nos emplois parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que ta force, en fait, c'est ta fiche de paye. Donc, comme tu l'as dit avant, Thibaut, le but, c'est de faire d'avoir la plus grosse fiche de paye pour pouvoir investir un max. Et en faisant ça avec Thibaut, ben, on s'est jamais pris dans les dents, ne serait-ce que le mot taux d'endettement. Okay. Nous, on n'a jamais entendu un banquier, et on en a fait des dizaines. On n'a jamais entendu un banquier parler de différentiel, taux d'emprunt, taux d'effort, normes HCSF. Jamais. On nous a approché bien des choses, mais pas ça. On t'appelle demain, et puis ils nous ont pas appelé. Il y en a, on attend toujours les propositions. Mais en vrai, on nous a plus reproché de ne pas être paxés tous les deux que du fait de ne pas avoir de capacité d'emprunt. Donc, en gros, il n'y a pas eu de gros déclic. C'est juste, je pense que, en fait, comment ça s'est passé, c'est que chacun, on investissait de notre côté. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui parlaient autour de nous en disant, ouais, je vais investir, je vais faire comme toi, machin. Et la seule personne qui l'avait vraiment fait, bah, c'était Thibaut, avec qui je discutais. Je disais, mais en fait, tu as acheté des apparts, moi aussi, tu vois. Et je trouve, enfin, dans le cercle d'amis qu'on avait ou que j'avais, ben, j'étais le seul à avoir investi et toi, tu étais le seul aussi. Donc, on s'est dit, ben, au moins, on a un peu le courage de se lancer. Voilà. Je sais pas si c'était bien ou pas bien, mais en tout cas, on l'a fait. Et c'est un peu né de là, je pense. Ouais, je pense que aussi, au bout d'un moment, on en était peut-être à des moments de nos vies où on avait trouvé en tout cas des activités qui nous généraient des revenus qui étaient sympathiques. Et peut-être qu'on a avancé un peu moins. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, t'es toujours. Enfin, pour moi, le bonheur, il est dans la réalisation d'objectifs. Et au bout d'un moment, peut-être que je pense qu'aucun de nous deux n'a fait ça pour s'enrichir. Clairement, en tout cas, pas pour enrichir nos trains de vie. Franchement, moi, j'avais une vie super cool avant d'investir dans l'immobilier, beaucoup plus cool que maintenant, sûrement, parce que j'avais beaucoup moins de problèmes à gérer. Voilà, forcément, les patrimoines, ils grossissent. T'as vite fait, enfin, quand t'as 15 lots, 20 lots, t'as vite fait de capitaliser 5-10 000 euros par mois d'IMO. Mais bon, nous, on a fait ça plutôt, je pense que c'était comme un peu une sorte de loisir. Hein. C'était vraiment comme il y en a qui feraient du foot, nous, on a fait ça, quoi. Sauf on s'est dit, ça durera plus longtemps. Et puis, ben, au final, toi, t'es plus jeune que nous, hein, ça se voit, regarde mes rides. Regarde mes cheveux. Un peu moins de l'eau, mais en fait, non, je pense que quand tu vieillis aussi, tes amis, tu as une relation qui est différente. Beaucoup, tu es en couple pendant longtemps et tout ça. Donc, soit tu manges, soit tu bois, soit tu fais du sport avec eux. Et tu n'as pas trop d'alternatives comme tu peux avoir quand tu es étudiant. Et là, je trouvais que c'était une bonne opportunité qui remplissait beaucoup de cases. À la fois, intellectuellement, c'était intéressant. Physiquement, c'était intéressant. D'un point de vue social, communicationnel et tout ça. Et donc, c'est pour ça, on s'est dit, bon, puis après, on a bien vu quand même les chiffres, qu'on achetait bien, qu'on achetait avec des grosses plus-values latentes, que tout se payait. Là, je me suis dit, parce que là, ça fait 1 an, on a calmé les achats. Et du coup, ça fait longtemps qu'on n'a plus injecté d'argent dans la société. Là, je me suis fait un peu la réflexion là récemment. Donc, voilà, c'était ça, pas de déclic. Nos vies étaient très bien. Ma vie, elle est très bien. Je voyage dans plus que 10 pays par an. Michel, il a aussi eu plein de projets. Je pense que l'argent, ça n'a jamais été un moteur et ça le sera. Enfin, en tout cas, l'argent, le confort de vie. Au bout d'un moment, quand tu as des revenus, quand tu as 1 000 ou 2 000 euros, c'est vrai que ta vie, tu te dis que tu as besoin de plus. Mais après, au bout d'un moment, si tu as fait les bons choix. Oui. Puis aussi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, Michel, j'ai vu que tu étais IOBSP. Donc, voilà, tu as aussi une culture financière. Thibaut, je vois que tu investis aussi pas mal en private equity, en crypto-monnaie, en bourse. Ce que je trouve intéressant derrière, c'est aussi l'aspect diversification. Il y a vraiment cet aspect-là de création de boule de neige. Et un petit peu dans le même esprit que Tammy Cabage aussi, qui prône le fait qu'on peut adorer son emploi. C'est pas, même s'il y a vraiment énormément de médiatisation qui pousse à dire quittez vos emplois, encore une fois, les néo-entrepreneurs en ligne, etc. Il faut faire 1 million en 24 mois, sinon on est un gros naze. Bon, on peut adorer son emploi, on peut s'enrichir avec un emploi, on peut s'enrichir sans travailler 100 heures semaine. Ça, c'est vrai que c'est intéressant de proposer ça, cette alternative-là, d'augmenter son niveau de vie, son confort de vie, s'occuper, s'enrichir, diversifier. Et je pense que c'est une de vos forces aussi, c'est le fait de ne pas être ciblé que sur
une thématique ou une zone géographique. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant dans le duo que vous faites, quoi. Donc du coup, vous, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on a pas mal de freins. Là, récemment, j'étais sur un événement immobilier. Je parlais avec une femme qui a acheté 50 appartements sur Saint-Étienne pendant le Covid. Donc, elle avait des taux bas. Elle a bombardé. Elle était super efficace. Et aujourd'hui, elle se retrouve prisonnière un petit peu parce qu'elle n'a pas voulu déléguer. Surtout Saint-Étienne, c'est un marché quand même très particulier. Elle a beaucoup de vacances locatives, pas mal de problèmes à gérer. En fait, elle s'est créée une source de revenus qui dépasse ses revenus salariés, mais elle est devenue, Ça compte bien. elle est devenue du coup prisonnière. Elle est devenue prisonnière de son activité. Donc l'esprit dans lequel elle avait commencé aujourd'hui se retourne contre elle. On a pas mal de gens. Moi, j'ai pas mal d'investisseurs que j'accompagne qui aujourd'hui, voilà, ont des colocations. Et ça se passe pas super bien. Il y a du roulement, il y a du turnover. Vous aujourd'hui, par rapport à tout ça, est-ce que vous pouvez me donner 3 raisons quand même, malgré ces désavantages, de se lancer dans l'immobilier? Ah, mais c'est sûr que c'est compliqué, là, l'immobilier. C'est pour ça, c'est vraiment, je pense que quand on rencontre des personnes qui viennent au club, on leur explique, on leur dit, c'est pas ce qu'on voit sur Internet, c'est pas ce qu'on voit sur les Reels et tout ça, quand les gars, ils sont là en disant, tu vas acheter un appart et puis tu vas être millionnaire. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il n'y a pas juste, t'arrives et puis t'achètes l'appart et puis c'est bon, tu vois. C'est déjà beaucoup de travail en amont, il y a encore plus de travail après, et il y a toutes les emmerdes qui vont avec. Et on le dit souvent, et je sais plus si c'était si c'est toi Thibaut qui disait ça ou c'est moi qui te le disais, je sais plus trop, mais on disait mais le jour où tous ces apparts ils sont payés ou quoi, on les met sur le bon coin, on les vend et puis on achète des actions. Pourquoi? Parce que une action elle t'appelle pas à 2h30 du mat pour te dire les chiottes ils sont bouchés, tu vois. Et ça c'est des trucs inévitables. Et il faut le gérer, il faut l'accepter. Si tu veux investir dans l'IMO, il faudra gérer ce genre de choses. Nous, on essaie de déléguer un maximum. Et je trouve qu'on le fait bien, mais il y a quand même beaucoup de choses. Hier encore, je me tapais de la compta, tu vois, pour envoyer tous les trucs. Et tu peux pas passer au travers. Donc, ça fait partie du truc, je pense. Et puis, il faut être prêt à travailler. Mais nous, on aime ça. Donc, je pense qu'on le fait sans s'en rendre compte vraiment. Parce que ça nous fait plaisir. Genre, aller faire les visites, tout ça, c'est cool. Tout le monde peut aimer ça, tu vois. Mais par contre, c'est sûr que quand tu as un locataire qui est relou, comme on a eu, ou des problèmes avec la police, ou quoi, c'est sûr que c'est moins agréable, quoi. Franchement, on en a eu des belles. Non, mais je suis toujours épaté de. Tu vois, est-ce que la question que je pourrais se poser, c'est est-ce que si tu peux acheter une Bugatti, est-ce que demain tu vas rouler à 400 sur l'autoroute avec, sachant que tu n'as jamais conduit? Est-ce que c'est parce que tu peux acheter 50 biens? Enfin, je veux dire, n'importe qui. Tout le monde habite dans un appartement, il voit bien le travail que c'est, tu vois. Et en acheter 50. Alors, je dis pas si tu peux avoir des ambitions qui sont démesurées, mais c'est un peu comme on a dit avec les vieux qui veulent aller super vite. Nous, on a tout délégué quasiment, à quelques exceptions près. Moi, je pense que j'ai 3 appartements que je gère vraiment sans déléguer, mais on a quand même toujours des choses. Là, on a une fuite d'eau dans un appart. Le gestionnaire, il nous appelle. J'ai mes concierges, ils m'ont écrit. Alors, tu vois, tu leur dis moi, je dis aux gens, vous payez jusqu'à, ça dépend qui, mais en général, jusqu'à 500 €, vous m'appelez pas. Là, ils ont embauché une petite nouvelle, elle m'écrit pour acheter des verres d'eau dans un Airbnb, tu vois. Donc, moi, je lui fais un message, je lui dis, écoutez, c'est pas la peine de m'écrire, vous achetez-les. Mais tu vois, c'est quand même du temps. Chaque appartement délégué, il nous prend quand même du temps. Donc, avoir 50 appartements, c'est assez. Enfin, pour moi, faut bien réfléchir aux conséquences, quoi. Je veux dire, c'est plus simple de trouver un boulot à 10 000 € par mois, enfin, selon moi, que gérer 50 appartements. Mais pour les 3 bonnes raisons de se lancer dans l'immobilier, quand même, on va en parler. Déjà, c'est la fierté, je pense. Tu es super content quand tu as des biens, que tu te balades, c'est physique, c'est tangible, tu peux aller dedans. Tu te dis que si tu arrives à un problème dans la vie, tu pourras toujours aller là-dedans. Après, c'est le réseau, Michel et moi, tout ce qu'on a pu faire après en dehors. Et la troisième, Michel, il va la trouver. C'est pour draguer les filles. Tu peux dire, voilà, je suis multi-propriétaire. Voilà. Non, en tout cas, bon, voilà, en tout cas, c'est une nouvelle aventure, des nouvelles compétences qu'on développe. Oui. Puis après, en fait, ça te sert dans tout, tu vois. La rigueur que tu vas mettre pour visiter un appart, pour mettre en place un planning pour tes visites, tu vas mettre la même dans l'enregistrement de tes vidéos. Ça te sert dans tout dans la vie. Après, tu vas les annonces que tu vas bien rédiger, tu vas mettre la même application dans tes titres de vidéos. Si tu as un métier, tu vas mettre la même application peut-être pour vendre quelque chose ou pour ton CV, pour écrire une lettre de motivation. Donc, voilà. Ouais, ok. Par rapport à ça, justement, j'aimerais bien prendre votre avis dessus. Tu vois, je vois qu'il y a pas mal de personnes, notamment mais ça, c'est des investisseurs qui commencent à être un peu avancés, qui font beaucoup d'arbitrage dans leur parc immobilier et qui vont, par exemple, avoir tendance à revendre pas mal de biens intermédiaires
pour se concentrer sur 2, 3, 4 biens beaucoup plus chers qui leur demandent voilà, moins de temps, moins de bande passante. Tu vois, par exemple, une personne, au lieu d'avoir 15 biens à 300 000, qui va en avoir 3 à 1 million. Vous, votre avis par rapport à ça, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est pertinente? Est-ce que c'est ce que vous faites? Vous, votre avis dessus? Il faut le faire et c'est obligatoire lors d'un parcours d'investisseur. Il faut arbitrer à un moment ou un autre, c'est bien. Et forcément, séparer des moins rentables pour se concentrer sur les plus rentables, c'est assez logique. C'est un peu comme la loi de Pareto où, en gros, on se concentre sur les 30% des clients qui vont faire 80% de notre chiffre d'affaires. C'est un peu le même principe. Donc, oui, il faut arbitrer. C'est même indispensable de le faire. Ok, ouais. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que moi en tout cas, je suis plus pour Michel, mais moi c'est quand j'ai vendu surtout mon premier bien que ça m'a fait un gros. J'ai beaucoup avancé parce que j'ai eu des fonds et tout ça. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est effectivement combien au début, t'as pas d'argent. Par définition, t'as pas d'argent et du coup, tu cherches des biens qui ont des rentas, on va dire en pourcentage les plus élevés. Et après, quand tu commences à avoir de l'argent, c'est plus intéressant d'avoir des gros montants qui se remboursent, voire des grosses plus-values que tu vois, un bien à 8% et un bien à 12%, les deux, ils peuvent générer le même cash flow. Sauf qu'un, peut-être à 12, tu l'as payé 30 000 euros et il te rapporte, ça rien, moi, peut-être 500 euros par mois. Et l'autre, peut-être tu l'as payé 200 000 et voilà, tu rembourses 1000 et en gros, tu loues 1200. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a ça. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que peu importe combien tu as payé ton bien, s'il y a une fuite d'eau, s'il y a des cafards, s'il y a des voisins schizos, s'il y a des fils à papa qui mettent la musique à fond et que tu as un appart haussmannien, en fait, tu concentres ton risque. Si tu as des rats, je connais un gars, il a un appart un peu genre haussmannien à Lyon, il y a des rats dans les murs et il a loué une avocate. La meuf, elle lui fait la misère. Hein. C'est un appart qui vaut mieux avoir parfois 8 apparts à 50 000. Et là, au pire, tu fais la sourde oreille ou le gars, il part. Enfin, faut toujours penser risque. Oui, ouais. Si tu es constant, il faut avoir… voilà, si tu as 3 apparts à 500 000, il faut avoir au moins 100 000 euros que tu peux claquer, selon moi en tout cas, dans des problèmes qui peuvent t'arriver. En parlant comme ça justement de diversification, là, à l'heure actuelle, vous, les biens que vous avez sont répartis comment justement entre la France et l'étranger? Au sein de la France, je veux dire, plutôt quelle région? Et à l'étranger, plutôt dans quel pays? Donc nous, Michel et moi, ensemble, on n'a que des biens en Alsace, tous les deux, d'où on est originaire. Moi, j'en ai en Moselle, j'en ai aussi à l'étranger, mais j'en parle pas trop. Et je pense que si on fait en valeur, en tout cas, on doit être à peu près à… Je sais pas, moi, je dois avoir peut-être à peu près l'équivalent de 40% de mon patrimoine à l'étranger, 60 en France. Et Michel, je dirais que c'est à peu près… Un peu plus en France. Ouais, plus en France. Ouais, un peu plus. Mais en tout, on est dans 1, 2, 3, 4 pays, 2 continents. Ok. En gros, c'est ça. Ok. Donc voilà. Super, ça marche. Ouais. Bon, du coup, pour passer un petit peu là sur la partie Club Invest, donc vous l'avez lancé un petit peu en même temps que le podcast, un tout petit peu après le podcast. Un peu après. Ouais, à peu près 9 mois après, ouais. Ouais. Donc, comment ça se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que vous avez commencé l'immobilier. Est-ce que vous aviez déjà en tête l'objectif de dire on va accompagner du monde? Déjà l'idée de faire un podcast, de partager ses ressentis, ses projets perso. Est-ce que c'était quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis que vous vous étiez lancé? C'est vraiment quelque chose qui est venu au fur et à mesure, des gens qui vous demandaient des conseils. Voilà. Donc comment c'est parti Club Invest et l'objectif derrière tout ça aujourd'hui? Quel était-il au moment du lancement? Est-ce que c'est toujours la même ligne directrice qui guide vos actions? Vas-y, commence Thibaut, j'aimerais bien savoir ce que tu penses, parce que moi je sais, j'ai une réponse à ça, mais j'ai jamais entendu ta version. Alors, pourquoi on s'est lancé? Parce que si tu es dans l'immobilier, tu sais très bien ce qui se passe, c'est qu'il y a tout le temps Émilie de la Compta qui dit tu as des biens immo, moi je veux acheter, tu peux m'aider, s'il te plaît. En plus, mon copain il m'a quitté. Donc en fait, en gros, des gens ils nous demandaient des conseils. Notre temps, tous les deux, on adore aider les gens, donner des conseils même, bien sûr, gratuitement si nécessaire. Après, acheter un bien immobilier, ça prend du temps. Ça prend normalement plus de temps qu'acheter une raquette de tennis ou une crosse de hockey, contrairement à ceux qui achètent 50 biens dans l'année. Mais après, c'est impressionnant. Hein, je dis pas, moi je l'ai pas fait, donc.
Donc voilà, c'était transmettre le savoir qu'on avait, le transmettre de façon aussi. Tu vois, les podcasts, les vidéos, c'est bien beau, mais il y a des choses qu'on ne dit pas forcément publiquement. T'apprends rien, hein, je vous apprends rien. Et puis, donc, c'était, ouais, transmettre le savoir. Quand on s'est lancé dans l'immobilier, c'était pas du tout un objectif, je pense. Quand j'ai lancé le podcast, c'était pas du tout un objectif non plus. C'est venu suite au podcast et aux demandes enfin, à la fois podcast, mais aussi dans la vraie vie. Quand tu commences à avoir des biens, aussi l'erreur qu'on a fait et qu'on fait plus, c'est que au début, je disais quand j'achetais des apparts, combien j'en avais et tout. Et après, j'ai arrêté parce qu'en fait, ça crée pas mal de malentendus et de gens je veux dire, hein, qui te saoulent en fait pour tout le temps te demander des choses. Donc, c'était avoir un cadre, guider les gens, le faire vraiment de façon sérieuse et puis transmettre tout ce qu'on a pu apprendre. Ça faisait déjà quand même 5 ans qu'on investissait massivement, hein, 5-6 ans quand on a lancé le club, quoi. C'était un peu ça, moi, ça a démarré aussi, l'idée, elle a germé parce que j'ai mon voisin du dessous qui, justement, savait que j'investissais un petit peu parce que parfois on faisait des soirées, donc il voyait bien que je répondais à des messages, machin, et puis il comprenait pas. Donc je lui ai expliqué que voilà, que j'avais un problème dans un appart ou un machin, que j'étais en train de régler un truc. Et donc il m'a dit, moi j'aimerais bien que tu me montres un petit peu parce que j'aimerais acheter. Et pareil, il avait son emploi stable et tout ça, donc je lui ai dit, comme tu habites en dessous, tu viens le soir et puis on fait ensemble, on va chercher, je vais te montrer comment on cherche, comment on négocie, tout ça. Et au final, je l'ai accompagné tout le long, j'ai vu les papiers avec lui, on a vraiment tout fait comme on fait aujourd'hui au club, jusqu'à la fin. Et je me suis dit, putain, mais en fait, il n'y a pas que lui qui nous pose des questions, parce que tout le monde nous posait des questions. Alors, t'en as beaucoup, comme disait Thibaut, où ça suscite la jalousie, qui sont un peu en mode, de toute façon, toi, c'est facile, tu as plein d'appart, tu vois, ta vie, elle est tranquille. Ouais, vas-y, tiens, prends-les mes apparts, gère-les, tu vas voir, c'est pas si simple que ça. Et donc, en fait, c'est un peu parti de là, et je pense qu'on en a discuté avec Thibaut, et puis on s'est dit, tiens, en fait, il y aurait vraiment quelque chose à faire. Et comme dit, nous, l'argent, c'est vraiment pas un moteur pour nous, parce que on a des métiers qu'on aime bien faire. On fait ça avec plaisir, et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, on est vraiment les moins chers du marché, quoi. Clairement, quand on voit ce que les autres proposent, et on le fait. Et on a presque 100% de réussite, hein. Il faut dire aussi ça, hein. On a dû avoir 30-40%. Enfin, tout le monde a eu des offres acceptées. Il y en a qui sont dégonflés, 2 sur 40. Voilà. Ouais, c'est ça à peu près. Les deux qui ont fait ça, ils ont envoyé un recommandé, je pense, la veille du délai de rétractation, parce qu'en fait, ils avaient pris peur à ce moment-là. En mode, ah punaise, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est correct, on a le droit d'avoir peur. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Et il vaut mieux s'en rendre compte avant que d'être pieds et mains liés. Donc, non. Et on avait bien plus qu'une trentaine, hein, en 2 ans. Non, 35 à peu près. Et donc, sur 5 millions. Donc, ça fait quand même aux alentours des 150 000 par élève qu'on a eu. Donc, c'est cool. Après, il y a des couples, il y a des frères et sœurs, on a des amis qui investissent ensemble, on a qui se mettent en association parce qu'ils se sont rencontrés grâce au club. Et franchement, c'est ultra gratifiant, je trouve, pour nous, parce que c'est des personnes qui arrivent qui ont zéro, quoi. C'est vrai que je suis allé voir un petit peu là aussi sur les offres justement d'accompagnement que vous proposez. C'est que c'est super abordable. Franchement, pour la valeur ajoutée derrière, de toute façon, je vais mettre un lien pour les personnes qui écoutent là l'épisode. Franchement, je vous recommande vraiment d'aller voir parce que c'est vraiment top. J'ai regardé, il y avait la boîte à outils qui a l'air vraiment un top, un must-have. Ah, ça, c'est. Ça a l'air vraiment d'être le beau produit là que vous avez concocté. Mais même, je veux dire, de manière générale, les autres formations, alors propositions d'accompagnement, c'est vraiment hyper abordable. Donc, je vous recommande vraiment d'aller regarder ça. Tu peux pas dire que tu es investisseur immo rentable. Enfin, après, chacun fait ses choix de vie et chacun part avec son propre background. Si tu regardes, par exemple, les youtubeurs les plus connus d'immobilier, ils avaient tous des boulots mal payés. Yann Darwin était pompier, Van Gun était CGP, tu avais Pierre Rollier, c'était banquier. Là, on a eu un banquier sur le podcast privé, il gagnait 1 800 € par mois quand il était formateur de banquier dans la banque. Donc, en fait, c'était que des gens qui avaient des métiers qui étaient, en fait, qui vivaient ni de leur IMO, ni de leurs métiers principaux. Donc, ils ont fait full YouTube, full podcast avec beaucoup de réussite, et bravo à eux, tu vois. Et après, de là, ils ont pu faire des opérations et tout. Nous, on est arrivé tout de suite dans le game en disant, nous, on a déjà des biens, on sait ce qu'on fait.
nos vies, elles sont cool, regardez-nous. Et voilà, on n'a pas vendu du rêve. Tu vois, moi, je vais dans 10 pays par an. On ne partage pas. Je fais pas des réels comme ça, à me filmer. Ma copine qui me filme de derrière, elle disait, fais comme moi, tu peux aller là. Donc, nous, c'était vraiment la transparence, ce qu'on essaie de faire depuis le début. Et pour moi, ça n'avait pas de sens de demander 5 000 € à quelqu'un qui n'investit pas. Nous, on a le modèle de l'abonnement mensuel qu'on peut arrêter quand on veut et commencer quand on veut. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur moyen de passer à l'action, parce que sinon, tu oublies. Même si tu as claqué 4 000 €, si au bout de 4 mois, tu n'as pas acheté, tu as déjà un peu oublié. Tu vois, alors que quand tu as le débit tous les mois, et ils nous le disent, hein, parce que évidemment, ils s'en vont, et ben, ça te rappelle à l'ordre, tu vois. Tac, 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 qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pas comme l'abonnement à la salle de sport. Et quand on a c'est ça. Tous les mois, ça te force à passer à l'action. C'est ça, et puis on les suit de près, on les relance, on leur dit, voilà, tu as fait quoi cette semaine, il se passe quoi? Parce que dès qu'on n'a pas de nouvelles, on leur dit, là, ça va pas, on t'avait donné des choses à faire pour dans une semaine ou parfois c'est sur 2 semaines, on donne des objectifs, faut qu'ils soient faits, parce que sinon ils viennent au rendez-vous et puis il n'y a rien. Donc si on parle de rien, c'est ça, mais quand tu as un rendez-vous qui vient tout le temps, tu es obligé d'avancer. Là. Et c'est pour ça qu'on dit que 100% de nos élèves, ils ont des offres qui ont été acceptées. Et il y en a 2 sur les 35 qui sont juste partis, mais sinon tout le reste est devenu propriétaire et on est super content de ça. Quoi. Ils sont contents. Mais parce que faut le faire. Quoi. Belle... Mais je pense qu'on va faire un truc qui va être satisfait remboursé, je pense. Bientôt, on va sortir ça. Okay. Mais pour la suite, on a la boîte à outils, donc c'est un podcast privé où on a essayé de décomposer vraiment tout le bâtiment. Donc là, on a fait un épisode avec un ingénieur structure, on a eu des banquiers, on a eu des personnes qui ont touché des grosses subventions, des architectes, un peu tout l'IMO. On a essayé de le découper avec des vidéos, des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un peu le futur pour l'instant du club. Les élèves, on limite à fond parce que du coup, on a plein d'activités. On en a 5 chacun maximum. On est à peu près tout le temps plein depuis le début. Après, ça se fait assez naturellement quand il y en a un qui part. C'est tout à fait normal qu'il y en a qui partent. L'idée, c'est un peu d'apprendre à pêcher, quoi, donc d'apprendre à investir. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pas développer. Enfin, moi, de mon côté, je voudrais pas plus d'élèves parce que sinon, tu perds le fil, tu n'arrives pas à les suivre, tu oublies leurs projets. On essaie vraiment de les pousser vers le meilleur. Voilà. Ouais, plutôt qualité par rapport à quantité. Et du coup, c'est pour ça que par rapport à ce que vous disiez, là, 35 élèves accompagnés, 35 opérations, vous leur prenez la main pour vraiment débuter, pour vraiment faire leur premier pas dans l'IMO. Et après, du coup, ce que tu disais, du coup, j'imagine que la plupart des investisseurs sont ensuite autonomes, peuvent rester peut-être pour se sécuriser dans le club avec vous. Mais par la suite, j'imagine que vous avez plusieurs élèves qui ont réitéré des opérations en autonomie de leur côté, quoi. Ouais, c'est ça, en autonomie ou alors avec nous, comme tu dis. Hein. Le but, c'est pas de les garder. On leur dit dès le début, c'est pas de vous garder 2 ans avec nous. Hein. C'est juste de vous apprendre notre méthode qui fonctionne, et que vous puissiez la reproduire de façon illimitée. Alors, il y en a qui font parfois jusqu'à 2, 3 biens avec nous parce que ils vont plus vite que d'autres. Il y en a qui trouvent 2 biens d'un coup, ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que ça fait tout de suite des gros montants. Mais au moins, après, le but, c'est qu'ils savent se débrouiller par eux-mêmes. C'est pas qu'ils restent là à vita aeternam. Pour reprendre un petit peu les slogans des applis de rencontre, Club Invest, c'est le club de formation qui est fait pour être quitté au bout de quelques mois, une fois qu'on est autonome. Ouais, vraiment, ouais. Ça existe ça dans les applis? Je connaissais pas, moi, les applis. Ouais, me demande pas où j'ai entendu ça. Mais... c'est ça. Si tu dois aller dessus, c'est que tu n'as pas encore assez affiché le nombre de biens, peut-être, attention. Hein. Non, mais en tout cas, super compris. Bon, voilà, en tout cas, aujourd'hui, un investisseur qui souhaite se lancer, qui veut passer avec vous, ça se passe comment pour le process? Il y a une liste d'attente, il y a vraiment un cycle découverte avec l'investisseur, ça se passe comment du coup concrètement? Il fait un call déjà avec nous parce que nous on aime bien que déjà voir si la personne elle est en capacité d'acheter. Ça sert à rien qu'on fasse rentrer quelqu'un au club, qu'on lui dise tiens inscris-toi, on va te créer un abonnement alors qu'on sait pertinemment qu'il n'aura jamais de financement. Donc on va d'abord faire un call gratuit où on va étudier la situation de la personne, faire un petit peu un plan et voir d'où il part, où est-ce qu'il veut aller, et comment il va s'y rendre. Et si ça correspond pas ou si c'est pas possible, c'est déjà arrivé. On a des élèves, il a 2 sœurs. Elles sont venues et m'ont dit tiens, je viens de commencer un nouveau travail, tout ça. J'ai dit écoute, voilà, on a discuté, j'ai bien compris ton plan de match et tout ça. Reviens dans 3 mois quand tu auras ton CDI, quand tout sera bon, on aura des comptes qu'on pourra, parce qu'en plus elle revenait de l'étranger. Et voilà, ça sert à rien que tu rentres maintenant, ça sert à rien que tu nous donnes ton argent alors qu'on ne pourra pas avancer. Notre but, c'est qu'on y aille vraiment en mode rouleau compresseur. Donc c'est un peu ça le concept. Vous venez, il y a un rendez-vous qu'on fait gratuitement. Et puis aussi, on regarde si le mindset de cette personne, il va
il va bien correspondre un peu au type de personnes qu'on a dans le groupe. Le but, c'est toujours de se pousser vers l'avant. Parfois, on laisse tourner le chat, les gens, ils s'aident entre eux, ils s'échangent des infos, des liens, des idées. C'est ça un peu qu'on veut. On veut pas d'une personne qui vient juste pour faire son truc dans son coin et partir après, quoi. Même une personne qui rentre dans le club et qui s'en va, ensuite, il y a quand même cet aspect de communauté où votre premier investisseur aujourd'hui a quand même accès peut-être à un groupe d'échange avec les membres actuels. Il y a quand même cet esprit fédéraire. C'est ça. On a limité, tout le monde se connaît. De temps en temps, on fait des appels de groupe où on présente les nouveaux anciens. Ok, ça marche. Bon, bah top. Et après, on discute une fois qu'ils sont rentrés, c'est la zone et le type d'exploitation, le type de bien. C'est ça qui est un peu les trucs critiques. Pour vous, est-ce que là, vous pouvez me décrire votre opération la plus rentable que vous avez fait à date, alors soit tout seul, soit en commun? Si tu veux, moi, je prends le bien le plus rentable en pourcent. Tu en as parlé dans l'intro, c'était la bière à 7 000 €. Donc, en fait, moi, on m'avait toujours dit au début, il ne faut pas acheter de studio. Il y a trop de turnover. Ça, c'est toujours les paroles des parents et tout. Au final, c'est mon seul studio, donc j'ai toujours continué comme ça. Mais en gros, on m'a proposé un studio. En fait, toutes les cases étaient cochées. Il y avait des mouches mortes, il n'y avait pas de panneaux, c'était pas aéré. Il y a la voisine qui est sortie qui a dit que ça faisait 1 an que c'était en vente et tout ça. Donc, il y avait vraiment tout pour négocier à fond. Okay. Et moi, j'étais à l'aéroport et je buvais une petite bière comme ça pour me détendre avant l'avion. Je prends souvent l'avion, mais toujours, voilà. C'est toujours une petite expérience. Et donc, en fait, j'étais bien détendu et donc l'appart, il était déjà pas cher. C'était 30 000 € pour 17 mètres carrés. Et du coup, moi, j'ai proposé 20 000. Genre, parce qu'en fait, c'était en mode, tu sais, je le veux pas vraiment, ce truc. Donc, j'ai proposé 20 000. Finalement, on s'est mis d'accord sur 23 000. Okay. Au début, je l'ai loué 280 hors charge. 330 avec les charges et ensuite le locataire est parti. J'ai fait à peu près 8 000 € de travaux, donc en tout tu rajoutes, voilà, on doit être à 34 000 € d'investis dans cet appart et maintenant il tourne en LCD. En fait, vu que je l'ai payé pas cher, j'ai l'appart le moins cher de la ville en LCD. Il est à peu près à 45 € la nuit et il est tout le temps plein. Là, j'ai regardé encore décembre, il y a eu, en fait, je sais pas combien, mais je dois avoir maximum 3 nuits par mois de pas louer. Donc, on va dire vraiment en chiffre d'affaires hors ménage, il génère, bon, j'ai des concierges, mais il génère à peu près 1 200 € par mois. Donc, avec le ménage, peut-être 1 400, 1 500. Et voilà, une fois que j'ai tout payé les concierges, je rembourse 86 € par mois. J'ai un emprunt sur 25 ans. Et donc, il me génère à peu près 800 € par mois. Donc, si je n'avais pas les concierges, je ferais à peu près 15 000 €, je pense. Okay. Sur un appart de 35 000, donc ça doit faire 40% de renta. Alors après, au final, c'est que 800 € par mois, tu vois. Oui. Si j'avais un local à 1 million, que j'avais 6 000 € de loyer, ce serait différent. Mais et en fait, ça, c'est un truc, 86 € par mois. Maintenant, les taux ont monté. Peut-être que même l'appart, tu vas le trouver à 40 000, 50 000. 50 000, ça te fait quoi? Tu vas rembourser peut-être 400 par mois. Boum, tu t'es créé 400 € de plus. Et encore, moi, j'ai les concierges. Mais si tu n'as pas de concierge, je t'ai créé 800 € par mois avec un appart. Alors, je pense que 40% de renta, c'est pas mal. Ouais, c'est incroyable. Bah ça, c'est un bon exemple parce que là, c'est très rentable, tu vois, de ce côté-là. Et bah, moi, c'est un autre type de bien parce que moi, c'est pas du tout sur la renta en termes d'exploitation parce que c'est un bien que je loue pas, que je garde pour moi. Et en fait, ça a été que sur de la plus-value. Et c'est bien parce que du coup, ça montre un peu les deux façons de faire de l'argent avec de l'immobilier. Ça va être soit de la renta avec un bien qui est pas cher et puis que tu vas exploiter le mieux que tu peux. Ou alors, bah, ça va être sur de la plus-value. On en a fait aussi des opérations comme ça avec des élèves qui voulaient investir, bah, par exemple à Paris, où il faut prendre en considération aussi la plus-value que tu vas faire lors de la revente. Et bah, moi, sur un des biens, c'est ce que j'ai fait. J'ai bien acheté un bien dans une zone qui était quand même relativement chère. On était dans les 6 000 – 7 000 € du mètre carré à l'époque. Ouais. Et en fait, j'ai acheté un bien qui était vraiment dégueulasse. Et par contre, bah, je me suis dit, je vais investir beaucoup de travaux dedans, sauf que je vais en faire une grosse partie. Et comme ça, je vais pouvoir faire valoriser le bien. Aujourd'hui, je pense qu'il a fait 2 fois, voire 2 fois et demi sa valeur. Et donc, c'est aussi une autre façon d'avoir des biens rentables. C'est pas forcément que sur son exploitation, mais aussi sur la plus-value que tu vas générer derrière. Oui, complètement. C'est vrai que moi, souvent, j'ai tendance
à trouver qu'il y a pas mal de similitudes entre le marché action et IMO, avec les actions à dividendes qui seraient plutôt les biens qu'on va trouver dans des villes où l'immobilier, le foncier est peu cher, mais la renta est bonne, et les actions croissance, plutôt type justement dans des villes, comme tu parles, qui se valorisent très très bien, mais où on a une renta qui va être moins bonne. Par rapport à ça, justement, dans ce contexte de hausse des taux, où justement hausse des taux, hausse du coût de l'argent, baisse du pouvoir d'achat sur l'IMO, vous, votre stratégie, alors en tant qu'investisseur perso, mais aussi quand vous accompagnez des gens sur des projets, vous allez cibler plutôt quoi? Moi, je sais que personnellement, en ce moment, je suis pas mal dans l'achat-revente ou la location courte durée dans les zones où c'est pas encore trop encadré. Donc notamment à Cannes, pour l'instant, où là, on a une conciergerie et on a nous-mêmes, avec mon équipe, plusieurs biens là-bas, en courte durée. Vous, par rapport à ça, dans le marché actuel, vous allez chercher à prioriser quoi? Est-ce qu'il y a un type de bien, une stratégie particulière qui ressort du lot de votre côté? Il y a eu plusieurs phases, parce que là, je sais pas quand sera diffusé l'épisode, mais normalement, en fait, il y a eu toute l'année 2023 où pour moi, et en fait, je l'ai fait un peu par hasard. Enfin, j'ai acheté un appartement qui était assez cher. J'ai acheté à 8006 le mètre carré quand l'IMO il était plutôt dans les 10-11 000. Donc à la base, ça c'était fin 2022. Et en fait, je m'étais dit, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire de cet appartement. C'était pas dans un optique d'achat. En fait, c'est là où j'habite, tout simplement. Okay. Et en fait, à la base, quand j'ai acheté, je me suis dit, je vais pas rester dedans, je vais prendre la plus-value assez vite. Il s'est avéré que, bon, de 1, il faut bien habiter quelque part. De 2, les taux ont monté. Et tant que les taux montaient, pour moi, se lancer dans l'achat-revente, c'était hyper risqué, parce que peu importe ce que tu achètes, tant que les taux ils montent, le pouvoir d'achat des gens il baisse. Et en fait, peu importe les taux où ils sont, mais le fait que ça monte, ça faisait vraiment baisser mathématiquement. C'est comme les obligations, tu vois, on en parle pour en revenir au marché financier. Donc maintenant, les taux, ils ont l'air stabilisés. La Banque centrale, ils sont détendus là. Donc là, c'est le bon moment vu que l'IMO il est cher. Pour les gens qui sont pas encore endettés ou les gens qui ont du cash ou qui ont revendu, moi j'ai eu quelqu'un sur le podcast il n'y a pas longtemps qui a revendu. Là, tu peux faire vraiment des gros coups. Après, c'est toujours, ça dépend en général, ça dépend de tes moyens en fait. Si tu gagnes 2-3 000 euros par mois, tu vas pas pouvoir acheter dans les villes qui sont chères, sauf si tu as de l'argent qui est tombé d'un côté. Donc effectivement, globalement, c'est une bonne époque maintenant. Je pense que c'est la meilleure époque depuis longtemps pour acheter parce que tu peux négocier. Nous, on a un membre, par exemple, il a acheté dans le même immeuble que 1 an et quelques avant. Oui. Et il a acheté la même taille d'appart, 62 000, je crois, alors qu'il avait acheté 78 000 1 an et quelques avant. Donc, même si les taux ils montent, déjà, on pourra peut-être renégocier, on pourra peut-être revendre. Donc, peut-être qu'au mois, ça va être la même chose, voire légèrement plus cher. Mais en gros, il a gagné 16 000 euros. 16 000 euros, c'est peut-être 4 sur un bien comme ça, c'est peut-être 4 ans de remboursement. Donc, je pense que c'est une bonne période pour acheter. Moi, je dis, n'allez pas sur des trucs trop chers si tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, va pas sur des trucs trop chers, fais pas n'importe quoi. Fais pas du marchand si tu n'as jamais acheté de bien. Le marchand, si tu as des grosses responsabilités, tu es un professionnel de l'immobilier. Même si le bien est revendu plusieurs fois, si toi, tu étais le marchand, il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, pour les résidences principales, bien sûr, c'est peut-être une des stratégies, si tu habites dans une ville chère, de se mettre au taquet, de négocier le plus que tu peux sur ta RP. Tu auras peut-être une belle RP. Et quand les taux, si les taux ils descendent, c'est pour l'instant ce qui est attendu. On ne sait pas quand ni jusqu'à quelle proportion. Pourquoi pas revendre à ce moment-là? Ça pourrait être une stratégie de non-investisseur. Si tu es investisseur, effectivement, il y a quasiment que la courte durée. Enfin, je veux dire, si tu n'as pas d'argent, il y a quasiment que la courte durée aujourd'hui qui peut. Avant, les biens ils étaient à l'équilibre à 8,5-9%. Maintenant, tu n'y es plus. Si tu as 4,5-5% d'intérêt plus un emprunt sur 20 ans, tu rembourses à peu près 5%. Ouais. Il te faut au moins 12-13%. Il ne faut pas rêver dans la plupart des endroits de France, même si tu négocies comme un fou. Quand les biens ils sont affichés à 6%, tu ne vas pas acheter des biens à 13% hors courte durée. Donc voilà, pas acheter des rentas par contre de courte durée. Il ne faut pas se dire… Non, mais il y a des gens, c'est ça. Il y a des gens, à un moment, tu achetais, tu remboursais 500, toi, tu louais 800 en longue durée. Après, les biens, ils ont explosé. Fallait rembourser 1000 pour le même bien. Ils disent, ouais, mais en courte durée, ça rapporte 1000, donc je peux l'acheter. Non, la courte durée, c'est que sur le gâteau, faire très attention. Oui. Les politiciens, ils n'ont aucune… je crois encore hier, il y avait un truc à charge où il y a 2 jours contre les Airbnb. Vraiment, c'est dans l'œil du cyclone. Donc, faites pas n'importe quoi. Achetez toujours des biens sous le prix du marché. Peu importe ce que vous achetez, achetez sous le prix du marché. Le cash, un appartement, ça se revend. Il n'y a pas de problème.
mais faut toujours acheter sous le prix du marché. Et là, en ce moment, tu peux acheter mais vraiment 20 ou 30% moins cher que juin 2022. Pour moi, Et un autre conseil, c'est vraiment de toujours faire ses calculs sur de la location classique courte durée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Parce que quand on entend dans les podcasts qui disent moi, j'ai que des apparts à 15%, ah ouais, enlève la courte durée, enlève ton différé que tu as eu. J'aimerais bien savoir à combien tu as eu. Ouais. Là, on est tous sur la même base après. Et c'est là où on peut comparer. Mais je dis tout le temps, et je le répète à toutes les personnes qu'on accompagne, on fait toujours ces calculs sur de la longue durée. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. D'un coup, ça peut être interdit dans une ville ou ça peut ne plus être accepté par le règlement de copro, même s'il faut que tout le monde vote contre. Mais bref, on ne sait jamais. Donc, il faut qu'il soit rentable en longue durée et que ça soit, comme disait Thibaut, d'acheter sous le prix du marché. Parce que s'il y a un problème demain, on ne sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Il faut qu'on puisse revendre vite et pouvoir encaisser sans perdre d'argent. Ouais, clairement. C'est vrai que en plus par rapport à ce que vous dites, moi un des points que je regarde souvent avec les investisseurs avec qui je travaille, donc déjà, le premier point, on a vraiment une approche value investing, donc vraiment c'est-à-dire que on peut acheter des biens qui sont à améliorer, mais voilà, avec un potentiel. On va pas non plus investir dans une zone où on flaire zéro potentiel juste parce que c'est pas cher. Donc ça reviendrait à acheter une action Air France juste parce que elle est pas chère, alors que fondamentalement, elle est moins sexy qu'une action Apple ou Microsoft. Et voilà, ça c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est effectivement toujours que l'argent emprunté rapporte plus que le coût de l'argent emprunté et battre l'inflation. Et c'est vrai que ça, par rapport à ça, il me semble c'est qu'on n'a pas de date précise pour la baisse des taux, mais au niveau de la Banque Centrale Européenne, a priori, pas mal de personnes attendent la baisse pour juin 2024. Et donc, effectivement, c'est vrai que. Ce sera trop tard, les gars. C'est maintenant. Hein. C'est maintenant. Hein. C'est ça. Donc, c'est vrai que là, acheter maintenant, en plus, le marché IMO est quand même assez lent. Moi, j'ai vraiment vu sur 2023 le réveil des vendeurs. C'est-à-dire, début d'année, tu fais une négo, ça passe difficilement. Fin d'année, en fait, ça fait un an que j'ai mon bien en vente, j'ai besoin d'argent. Voilà, je suis prêt à le lâcher à moins 20, moins 30%, effectivement, donc dans les chiffres que tu disais. Ce principe-là, on l'explique dans une vidéo qu'on a dans la boîte à outils, où on avait justement interviewé un agent IMO, puis il expliquait par le principe du schéma en escalier, en fait, qu'on n'y arrivait jamais entre la baisse des prix justement des vendeurs qui n'arrivaient jamais à rattraper le marché, parce qu'en fait, le temps de prendre sa décision, le marché était déjà encore descendu. Donc, en fait, c'est pour ça. Et Thibaut, tu as raison de dire c'est maintenant, alors qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'en juin, ça sera déjà trop tard. Et c'est le même principe, mais dans l'autre sens, en fait. Ouais. C'est comme la crypto. Ouais. C'était avant qu'il fallait investir. C'était les 2 dernières années là qu'il fallait mettre. Si là vous commencez maintenant, c'est mort. Hein. Je vous le dis tout de suite. De toute façon, on le voit là, avec l'arrivée des ETF, il y a pas mal de gens qui ont justement encaissé des profits et ça se répercute dans le prix. Ouais. Pour terminer avec 2 points que je considère importants et sur lesquels je pense que vous pouvez nous apporter vos lumières. Premier point, est-ce que vous pouvez nous donner 2, 3 conseils de négo pour aller faire, parce que là on est clairement dans un marché d'acheteurs de négo. Je pense que là vous avez des jolies choses à nous apprendre. Et dernier point, comment dans un marché comme ça, après on va faire une question après l'autre, mais comment dans un marché comme ça booster ces financements? Est-ce que vous, par exemple, préconisez de passer par du crowdfunding? Est-ce que vous préconisez de passer par l'association, par la création de sociétés? Voilà, l'astuce RP, effectivement, c'est vraiment ce qui s'avère être le plus simple pour un primo-accédant. Est-ce qu'il y a d'autres astuces aussi pour booster sa capacité d'endettement que vous utilisez ou que vous recommandez d'utiliser? Donc, premièrement, sur la négo, puis ensuite sur l'augmentation de la capacité d'endettement, cette maximisation plutôt de capacité de financement. Alors déjà, ce ne sera pas le conseil, mais déjà être à 2. Surtout, nous, ça nous est arrivé souvent avec Michel qu'un des 2 seulement visite. Et en fait, ça fait que l'autre n'est pas du tout influencé par ni le discours de l'agent, ni la luminosité, ni le bien qui peut être un peu coup de cœur, même si on sait qu'il ne faut pas se laisser guider. De toute façon, on est toujours un peu guidé par ses émotions et son ressenti. Et avoir 2 gars, un qui n'a pas visité, ça nous a souvent aidé. Tu vois, un des 2, il était un peu, celui qui avait visité, souvent, il était un peu plus tendre. En mode, écoute, l'appart, il est bien, il a affiché à temps, je pense qu'on peut proposer tant. Et après, l'autre, il n'a pas visité, il a dit non, boum, on coupe encore dedans. Le gars, je ne l'ai jamais vu, je ne le reverrai plus jamais. Donc ça a beaucoup aidé. Après, je pense, dans la négo, le plus important, c'est. En fait, il y a plein de conseils. Mais le plus important, c'est de ne pas essayer. En fait, le but, c'est pas d'acheter un bien
c'est pas que le bien que vous visez, vous fassiez une bonne affaire dessus. Le but, c'est d'acheter que des bonnes affaires. Donc, ça veut pas dire d'avoir 100% de réussite sur tes négos. Ça veut dire que tout ce que tu achètes, c'est que des bonnes affaires. Ça veut dire que tu peux te rater 10 fois, 20 fois, 30 fois, mais quand tu achètes, là, il faut que tu sois sûr. Et il faut que tu sois sûr et tu fais du backtesting dans tous les sens. Tu retournes sur le bon coin, tu retournes sur Meilleur Agent. Et ce que tu achètes, tu es sûr que tu as négocié le plus possible et que c'est vraiment une bonne affaire. Et c'est pas parce que tu as payé 40% de moins que tu as fait une bonne affaire. Tu as fait une bonne affaire parce que tu as payé moins cher que le marché. Peut-être, moi, ma mère, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai acheté un bien au prix. J'ai fait 130 000 € de plus-value en 2 ans sans travaux. J'ai juste acheté au prix, c'était sous le prix du marché. J'ai pas posé de questions. Donc vraiment, parfois, il faut négocier, parfois, il faut pas négocier. Mais tout ce que tu achètes, ça doit être une super bonne affaire. Tu peux te rater 10 fois, 20 fois, 30 fois. Si tu as été moche quand tu étais ado, tu as connu, hein. Nous, on a connu en tout cas. Ça, c'est le problème de gens à qui tout a réussi. Nous, on s'est pris des râteaux quand on était jeunes et on s'en prend dans les investissements. Mais tout ce que tu achètes, ça doit être rentable. Et si tu as 100% de réussite à tes négos, c'est que tu n'as pas demandé assez. C'est tout. Il n'y a pas de. Il y a ça, oui. Des refus, oui, on en a essuyé quelques-uns. Mais... Et si jamais, lors de la négo, s'il y a un conseil qu'on a retenu malgré nous, parce que on les a fait, hein, on en a fait beaucoup des conneries, et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut en parler. Et s'il y a une chose, vraiment, quand on veut négocier un bien, souvent, on a tendance à le dévaloriser, parce qu'on veut gagner de l'argent dessus. Et je pense que ça, c'est une énorme erreur. Surtout quand on est face au propriétaire et que c'est le propriétaire qui va en direct. Ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire, c'est dire ouais, en fait, votre bien, je dis une connerie, il est vendu à 100 000, je vous l'achète 50 000 parce que il y a ça, c'est de la merde. Le carrelage, il est cassé, la vitre, elle tient pas, faut que je la change, la porte, elle grince, il n'y a pas de cave, tout ça. Et le gars, le proprio, ça se trouve, il a vécu dedans, ça se trouve, c'est son premier achat. Il a même de l'affect qui rentre dedans. Et là, on vient de lui mettre un gros coup de poing dans la face. Et il a juste même pas envie de vous le vendre. Même si c'est le prix, 50 000, il se dira, mais non, mais en fait, ce connard, je ne lui vendrai pas. Parce qu'il vient de défoncer mon bien. Donc, c'est toujours d'y aller de façon un peu avec diplomatie, quoi, et d'expliquer que son bien, il est bien. Donc maintenant, on valorise beaucoup les biens. Ah, il a un beau potentiel. Ah, il est super lumineux. Ah, il est bien comme ça. Par contre, va falloir que je change de sol. Mais vraiment, ça va donner un petit plus à votre bien. Et de le présenter de cette manière-là, il va être beaucoup plus enclin à rentrer dans la discussion et dans la négociation plutôt que de chercher à le démolir. Et souvent, on le voit quand on fait des offres, parce que nous, on a des offres qui sont préfaites. Souvent, les personnes qu'on accompagne, elles arrivent, elles disent, je l'achète à ce prix parce qu'il y a ça à refaire, ça à refaire. Le gars, il voit la liste, il a juste envie de dire, tu sais quoi, vas-y, va en trouver un autre d'appart, je te le vendrai pas. Donc, c'est de pas démolir le gars juste en se disant, tiens, je vais l'avoir le moins cher possible. Ça fonctionne pas comme ça. C'est connu en ressources humaines, la technique du sandwich. Ouais, pour l'annonce du prix aussi. Des compliments. Ensuite, tu défonces tout ce qu'il y a à défoncer et après, un bon petit compliment sur la fin. Et nous, c'est plutôt rassurer sur les capacités de Est-ce que, par exemple, la technique good cop, bad cop, vous l'avez déjà testé? Il y en a un premier qui arrive, qui détruit l'appart, il s'en donne à cœur joie, et puis celui juste derrière qui arrive et qui fait une propale un peu plus intéressante. Ça, vous avez déjà fait des choses comme ça sur des biens Non. Que non, parce qu'en fait, nous, on veut dormir la nuit. Et du coup, je veux pas. Franchement, c'est chaud. Parce que après, tu croises le vendeur, tu croises. Pour moi, c'est un peu profiter de. Enfin, il y en a qui le font sur les voitures, sur les trucs. Et en plus, on sait, tout le monde a le biais d'ancrage. En fait, c'est peu importe. Si tu as 4 offres à 50 000, la cinquième à 60, tu vas l'accepter, même si ton bien il vaut 100 000. Quoi. Donc, voilà. Non, ça, j'ai jamais fait. Trop risqué, je trouve. Trop risqué dans le sens, 4 ans après, tu recroises le vendeur. Après, tu as une société ensemble, tu as signé le bon et à ton nom. Après, tu vois que depuis 3 ans, tu as la même boîte. Ou alors, tu peux le dire franchement, votre appart, pour moi, il est trop cher à cause de ça, mais je connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Mais en tout cas, le faire en mode sous-marin. Il y a des trucs, on est pour le sous-marin, mais ça, je le ferai pas. Non, ça, c'est trop risqué. Par contre, j'ai déjà fait lors d'une vente où je faisais visiter un appart et je faisais des visites groupées et je faisais venir des amis qui n'avaient aucune intention de l'acheter juste pour montrer qu'il y avait de l'intérêt. Ça, vous pouvez parce que il n'y a pas de nom, il n'y a rien. Et donc, les gens, ils le voient et puis ils disent « Ah, punaise, il y a du monde. Ah, il est quand même intéressant, cet appart. » Et donc, ça crée un peu de l'envie. Hein. C'est comme ça, comme quand on va chez le marchand de glace. Il y en a un, il y a une queue énorme et puis il y en a un autre, il n'y a personne. Tout le monde va vers le marchand qui a une queue énorme parce qu'on se dit « Génial, ça va être grand. »
Ouais, ça va être bon. super conseil. Et pour finir, du coup, cet échange, est-ce que là, par rapport à des investisseurs avec lesquels vous travaillez qui ont des capacités d'investissement, de financement auprès de la banque qui sont un petit peu au taquet, bon, bah, on a par exemple des rallongements de crédit, des regroupements de crédit, voilà, des choses comme ça. Vous préconisez quoi pour aujourd'hui une personne qui est voilà, à 28% de taux d'endettement? Comment est-ce qu'on peut aller booster aujourd'hui en tant qu'investisseur sa capacité de financement auprès d'une banque? Bon, nous, on a Tu un vois, million technique, hein. Faut avoir le temps, hein. Mais moi, tu change de verrais, job. Michel. De quoi? Change de J'ai dit job. change de Numéro un, job. change de... Bah oui. Les gens, ils regardent la capacité d'emprunt. En fait, si tu regardes, tu as quoi? Tu as ton endettement actuel, tu ne peux pas le changer. Et du coup, c'est enfin, les charges, c'est le dénominateur. Tu as deux endroits, tu as tes emprunts et ta capacité de ton endettement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux changer tes revenus. Donc, soit tu peux créer un side business. Nous, on a un élève, par exemple, il a créé une conciergerie en plus de son activité. Moi, j'ai des livres sur Amazon. Alors, ça dépend des gens, mais ça me rapporte 300 à 400 € par mois. Alors, pour certains, c'est pas beaucoup. Pour moi, c'était juste un peu, voilà, pour l'expérience. Mais ça peut aussi t'augmenter. Donc, augmenter tes revenus, pour moi, c'est la première technique. Deuxième, rembourser tes dettes. Si tu as des dettes très court terme, les rembourser, genre moins de 2 ans, quitte à revendre un appart, revendre une voiture, quitte à vendre une voiture, tu n'as plus l'emprunt, tu rachètes une voiture, enfin voilà, on ne vous explique pas. Après, il y a les sociétés ne sont pas soumises au HCSF, les sociétés commerciales. Et après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allonger les emprunts si tu peux, mais bon, ça dépend. Ouais. Faut voir à quelles conditions. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu peux faire de la courte durée pour augmenter. Il y a des banques qui considèrent les revenus de courte durée. Tu peux t'associer. Tu peux te mettre en couple. Parce que tu as plein d'emprunts, donc plein d'apparts, donc tu dragues des filles, donc tu es en couple, donc tu limites par 2 ton loyer. Non, mais je veux dire, la plus grosse charge des gens, c'est quoi? C'est leur loyer ou leur remboursement de RP. Donc, si tu es à 2 à la payer, tu divises par 2 ta plus grosse charge de. Tu peux déménager. Franchement, c'est un truc, c'est pas si idiot. Hein. Si tu es dans un endroit qui coûte hyper cher, pour une raison X ou Y, tu peux, faut y penser. Enfin, après, ça dépend ce que tu veux dans la vie. Mais tu peux déménager, tu peux retourner chez tes parents, il y a des investisseurs, ils ont fait des trucs vraiment. Là, j'avais une fille, elle a habité 14 mois dans son chantier, elle se douchait dans la même baignoire où elle lavait ses outils, tu vois. Je veux dire, il y a des gens, ils sont hyper déter. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Si tu as un pourquoi qui est bien défini, derrière, c'est en face quels efforts je suis prêt à mettre. C'est vrai que changer d'appartement, je veux dire, à Paris, on peut vite passer d'un 1 000 € par mois à 600 € par mois au prix de quelques sacrifices. Mais c'est vrai que si on veut vraiment changer les choses, effectivement, ça s'avère payant, quoi. Et après, je dis pas, je le sais, mais t'as un bail à 600 €. Les baux, ils n'ont pas de date limite. Tu vois, il n'y a pas écrit sur ton bail que tu vas partir dans 2 ans. Donc, admettons, tu es un gars qui a des goûts de luxe, tu prends ton bail à 600 €, tu t'arranges parce que tu n'es pas idiot et tu as un bail pour toute la vie, une dépense de 600 € mensuelle que tu vas afficher à la banque. Alors que peut-être dans les faits, ta situation a changé. Mais toi, tu auras toujours un bail à 600 € à présenter à la banque comme il faut. Je ne dis pas que c'est le conseil à appliquer, mais c'est une stratégie que ça applique, tu vois. Une autre stratégie qu'on a appliquée, c'est pour ça que je rigolais, parce que Thibaut, il disait, il faut bien habiter quelque part avant, et ça m'a fait rire, parce qu'il y a un moment où nous, dans les Invests, on avait, je sais pas, on devait avoir à ce moment-là une vingtaine d'apparts, là, c'était il y a quelques années, et on n'avait pas de chez nous avec Thibaut. On habitait chacun chez nos copines respectives, ou je sais pas comment on faisait, mais en tout cas, comme vous êtes sûr, donc on revient tout le temps. Tu trouves une copine, tu habites chez elle, tu payes pas de loyer. Et regarde ta capacité d'endettement, boum. Voilà. Incroyable. Et après, il y a une autre stratégie, c'est d'acheter à l'étranger. Si tu achètes à l'étranger, tu n'as plus les mêmes. Alors, faut pas faire n'importe quoi, hein, faut faire ton travail comme tu as fait, mais tu n'as plus les mêmes réglementations. Et après, chacun déclare ce qu'il veut déclarer. Bien sûr, nous, on a toujours été 100% transparent et tout est en ordre. Mais en tout cas, tu n'as pas les mêmes réglementations. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont d'origine italienne. Chez toi, dans le sud-est, voilà, chez nous, en Alsace, tu as des gens peut-être qui sont d'origine suisse, allemande, turque. Voilà, tu peux acheter en Turquie. Enfin, voilà, chacun fait son. Faut vraiment voir les forces que tu as. Et t'en servir, selon moi. C'est vrai que par rapport à ça, il y a notamment Bali où c'est beaucoup d'Ulysse, Dubaï où tu as les payment plans, tu dois avancer uniquement 15 à 30% du prix du bien.
Donc effectivement, c'est vrai qu'il y a toutes ces solutions-là qu'on peut aligner. Bon, super, ça fait un petit peu plus d'une heure. Si vous voulez un petit mot de la fin pour conclure, je vous laisse la parole. Ok. Michel, tu veux y aller? Ouais, je peux y aller. C'est dans tous les cas, comme tu disais au début, Bastien, c'est de se lancer. C'est ce qu'il y a de plus dur à faire au début. Et puis, si vous ne vous sentez pas, vous nous appelez. De toute façon, nous, on répondra à vos questions. On prendra le temps, au moins pendant une heure, de regarder un petit peu. Il y en a qui nous appellent et puis ils prennent ce qu'on a à leur dire. Et puis ils s'en vont comme ça et ça leur va bien. Et puis voilà, nous on partage beaucoup, on fait beaucoup de choses qui sont gratuites, qu'on donne à tout le monde. Pas tout, hein, forcément, parce que voilà, hein, on est comme l'État, on n'est pas altruiste. Mais voilà, en tout cas, ça nous fait, on adore parler d'IMO, on fait ça tout le temps. Je crois qu'avec Thibaut, on en parle tous les jours. Et puis autour de nous aussi. Donc n'hésitez pas. Et vraiment, c'est de bien se former. Ça, c'est le dernier conseil que je donnerais, c'est vraiment formez-vous bien. Vous lancez pas tête baissée sans savoir où vous allez. Sur les conseils de Tata Rachel. Yes. Le petit mot de la fin, je vais juste vous dire, trouvez si vous avez un acolyte comme Michel et moi. L'immobilier, c'est du long terme, très long terme. 5 ans, 7 ans, tu as des emprunts sur 20 ans. Donc, si tu peux partager ça avec quelqu'un, ça sert à rien de réussir tout seul. Ça sert à rien de… Enfin, c'est vraiment un plaisir, il le sait, depuis des années qu'on partage ensemble. Donc, non, franchement, si vous trouvez un acolyte, un associé avec qui ça se passe très bien, alignez-vous bien dès le départ sur les objectifs de chacun. Si quelqu'un veut une maison à 1 million d'euros à Cannes, ça va être compliqué une fois qu'il sera très endetté. Mais voilà, avoir un acolyte, franchement, ça nous a beaucoup aidé. Pendant plusieurs années, on était tout le temps en compromis. On a fait compromis. Ouais. Une fois qu'on avait signé, on recherchait, on signait, on était déjà dans le compromis d'après. C'est comme ça, on a acheté 5-6 biens pendant des années, chaque année, avec cette méthode. Et c'était parce qu'on était à deux. Les biens, on n'habitait pas, ni lui ni moi en Alsace à ce moment-là. Et on arrivait quand même à avoir cette dynamique constante. Donc, si vous pouvez faire comme nous, faites-le avec un ami, ça vous fera. Ou frères et sœurs, hein, franchement, ça peut être vraiment des bons plans. Merci Bastien. Super intéressant. Bon, pour les personnes qui ont écouté, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner du coup sur Bye Bye Patron, écoutez le podcast, Club Invest également. Je vais mettre tous les liens de toute façon en description et un lien du coup de prise d'appel peut-être pour échanger avec vous suite à cet échange. Si vous voulez. Allez, super. Bon, je vous recommande vivement d'aller échanger avec Thibaut et Michel si vous voulez commencer en immobilier. Et puis voilà, j'espère que l'épisode vous a plu et puis on se retrouve très bientôt.